Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, une lettre aux entreprises françaises. Trump va-t-il trop loin ? Une lettre aux entreprises françaises pour leur dire d'arrêter d'appliquer les politiques de discrimination positive. Grosso modo, c'est un peu ça. Alors Paris et beaucoup d'entreprises et des représentants d'entreprises ont qualifié cette initiative d'ingérence inacceptable. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien vous entendre au 0826 300 300. Nous en parlons avec Éric Revel, qui est là depuis quelques minutes, et puis Gérald Olivier, journaliste franco-américain, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises évidemment sur Sud Radio, qui connaît bien tout ça, qui nous avait prévenu d'ailleurs aussi de Trump promet, il va sans doute mettre tout en œuvre et puis s'adapter. Vous aviez écrit Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confidence, ça c'était déjà il y a quelques mois. Bonjour. Bonjour. Mais merci d'être avec nous. Guy, je vous reprends un instant. Vous avez entendu Éric Revel sur Donald Trump, disant, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre le contre-pied de tout ce qui avait été engagé en matière de politique woke, et il va très très loin. Qu'en pensez-vous, mon cher Guy ? Alors moi, je vais vous dire d'abord, premièrement, je trouve que chaque fois que Éric Revel s'exprime, c'est très avisé ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a dit est très on n'est pas de la même famille, Guy. On va lui remettre une médaille. Non, franchement, il a toujours une analyse assez perspicace. Bon, merci. Pertinente. Ouais. Et donc, oui, moi je pense que c'est bien gentil de mettre des gens à des postes bien précis, mais s'ils n'ont pas la compétence, on voit le résultat dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines, où on est obligé de faire, surtout par exemple dans des intercommunalités ou des trucs comme ça, où ils font parce que j'ai pas mal de collègues qui travaillent là-dedans, ils me disent on a des gens tellement incompétents qu'on fait de la réunionnite, personne n'ose prendre de décision. Ouais. La semaine dernière, j'ai eu une réunion dans une copropriété dans laquelle j'ai un logement, et j'ai discuté avec la personne qui est venue dans l'entreprise et qui faisait des travaux. D'accord, c'était une dame. Elle était d'une compétence extraordinaire. Je le lui ai dit quand on a eu fini la discussion. Voilà. Elle dirigeait une équipe de gars, mais elle était compétente. Donc ça ne me gêne absolument pas d'avoir des rapports sur une question de bâtiment avec des gens avec une dame, quelle qu'elle soit, que ça pourrait être qui que ce soit comme personne. Quand vous avez une personne compétente, et c'est là qu'on a fait une erreur, c'est que quand on met des gens, quand on veut mettre l'égalité, il faut la mettre à qualité et surtout à compétence égale. C'est-à-dire que si vous mettez des gens pour faire de la parité en place sur un poste, sous prétexte que il faut qu'il y ait ou une femme, ou un gay, ou un noir, ou là, moi je vais vous dire, j'avais dans mon personnel, j'avais entre autres un petit jeune. Vous dites c'est la compétence. Très compétent. Et quand j'allais chez des gens qui avaient, je leur dis écoutez, attention, méfiez-vous, je prends mes affaires, je m'en vais. Merci Guy. Voilà. Merci. Gérald Olivier, ça vient d'où donc parce qu'il nous donne quand même des leçons, Donald Trump là. Et puis, est-ce que vous pensez qu'il met vraiment les entreprises au pied de la lettre, en leur disant en fait, il faut comprendre deux choses. Je ne sais pas ce qui a été dit quand j'étais pas encore arrivé, mais au départ, lui, aux États-Unis, il a décidé d'éliminer tous les programmes qu'on appelle de discrimination positive. Positive, terme d'ailleurs très paradoxal, voire oxymoronique, mais peu importe. Donc il a éliminé tous ces programmes qui consistent à imposer des gens en fonction de leur ethnicité, de leur sexualité, de leur genre, etc. Le décret qu'il a signé s'applique à toutes les entreprises américaines et tous les fournisseurs des entreprises américaines, même si ces fournisseurs sont étrangers. C'est l'explication de ce fameux courrier. D'accord. Maintenant, a priori, la loi française interdit la discrimination positive. Donc les entreprises françaises ne devraient pas être concernées, à ceci près qu'on impose malgré tout, en dépit de cela, une discrimination, c'est des quotas féminins au sein de certaines entreprises. Donc c'est ça qui va être discuté. Mais soyons sérieux, l'affaire n'est pas si importante que ça.
Par contre, ça fait partie un petit peu de cette attitude américaine que les lois qu'ils imposent peuvent s'imposer également en dehors de leur territoire en fonction des entreprises avec lesquelles ils font des affaires. Ouais, et c'est là où Éric le soulignait, il peut y avoir une ingérence dans nos affaires, quoi, et une atteinte à notre souveraineté, hein, Éric. C'est ça. Si on parle de la parité homme-femme, parce que vous avez raison, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, c'est interdit, donc il ne peut pas y avoir de discrimination dite positive. Il y a des quotas, mais il y a une politique quand même avec des quotas dans beaucoup d'entreprises. Je vois pas comment un décret américain pourrait s'imposer à la loi française. Je prends toujours cet exemple, la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi qui a été mise en place par l'ancien ministre du budget et par une députée. Elle oblige les entreprises du SBF 250, à ma connaissance, à avoir une parité dans les conseils d'administration. Bon. Donald Trump peut signer un décret dans son pays en imaginant que cette parité ne doit plus être respectée, mais je vois pas comment il peut l'imposer. Ou alors c'est une façon de reconnaître que en fait notre droit est inférieur aux décisions du président des États-Unis, ce qui pose comme un souci. Mais vous savez, il y a plein de secteurs dans lesquels en fait si on n'a pas l'autorisation des États-Unis, on ne peut pas. La loi ITAR par exemple sur le secteur de la défense. La loi ITAR, c'est que quand vous avez une arme ou un objet militaire qui comporte une pièce de fabrication américaine, si les États-Unis avec cette loi ITAR vous disent vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a un composant américain, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et je parle même pas de la possibilité de faire voler des F-35 si les Américains ne volent pas, ou pour les sous-marins nucléaires anglais, d'avoir l'autorisation des Américains pour se servir de la frappe nucléaire anglaise, qui est donc pas indépendante. Donc tout ça, c'est très maillé depuis longtemps, et même avant Trump, parce que la loi ITAR, elle date d'avant Trump. Il y a une notion d'extraterritorialité de la loi américaine. Qui pour eux va sans le dire. Qui est inscrite dans les institutions. Et à laquelle on est confronté dans tout ce qui s'appelle sanctions indirectes. Les États-Unis, s'ils imposent des sanctions à tel ou tel pays, vont également imposer des sanctions aux pays qui feraient des affaires avec tel ou tel pays, et cela aura des répercussions sur les affaires qu'ils feront avec ces entreprises. On est exactement dans ce schéma-là. Je le défends pas, je me contente simplement de l'expliquer et de justifier un petit peu ce courrier. Quand il y a un décret, il peut s'appliquer aux entreprises américaines et à tous ceux qui font des affaires avec ces entreprises, qui sont soumises au même règlement. Oui, au même règlement. D'ailleurs, ça provoque quand même un certain nombre de secousses aussi aux États-Unis, hein, ce décret qu'il avait pris, quoi. Alors, il y a beaucoup de secousses aux États-Unis, mais ils sont pas simplement liés au décret. Non, mais bien sûr. Le président américain est en train de changer les États-Unis comme personne ne l'a changé depuis Franklin Roosevelt. Ah bon? À ce point-là? Ah oui. On pourra y revenir si vous voulez. Je serais heureux de vous expliquer tout ça et de vous le détailler. Mais là, ce qu'il a fait en 60 jours, c'est absolument monumental. Et il cherche à détricoter, excusez-moi, un État fédéral qui a commencé justement son expansion avec Franklin Roosevelt. Et c'est quelque chose que Ronald Reagan avait évoqué, mais n'est jamais parvenu à faire. Et Donald Trump, lui, le fait, l'impose. Il le fait très très vite. Il le fait par décret, alors que il n'a pas forcément, je dirais, le décret ne suffit pas. Il faudra que derrière le Congrès le suive. Donc il est en train de faire une contre-révolution. Il y a une véritable contre-révolution Trump aux États-Unis. Et je dirais que éliminer la discrimination des entreprises et éliminer le wokisme des entreprises, de l'armée et de différentes institutions américaines ou administrations américaines, ça fait partie de son agenda, mais c'est une petite partie. Et pour moi, c'est plutôt l'ampleur de la tâche qui est en train de provoquer des remous, parce qu'en face, les démocrates sont relativement désarmés par rapport à l'attitude de Trump. Ils n'ont pas le Congrès, ils n'ont pas la Maison-Blanche, ils n'ont pas non plus une majorité supposée à la Cour suprême, encore que les juges soient toujours indépendants, et donc ils n'ont pas d'autres armes que la rue, et on est en train de constater une certaine montée des violences anti-Trump et anti-Musk, parce que c'est la seule chose qui leur reste. Alors on en a vu un peu, mais on n'en a pas vu énormément. J'étais surpris, je pensais qu'il y allait avoir un mouvement en fait plus conséquent. Il a fait pchit, comme aurait dit le président Chirac. Il a fait pchit, mais il y a quand même eu un certain nombre d'attentats contre des concessionnaires Tesla. Alors ça c'est vrai. Parce que Musk est vu comme l'associé et le bras armé de Donald Trump d'une certaine façon. Donc on s'attaque à Musk parce qu'on ne peut pas s'attaquer aux politiques de Trump. Enfin ça c'est relativement illégal quand même. Et je pense que le département de la justice, en tout cas ils ont annoncé qu'ils allaient un petit peu se charger de tout ça. Mais il y a quand même eu des attentats, des voitures incendiées, des menaces de mort. Vous avez une représentante au Congrès qui s'appelle Jasmine Crockett, qui est une élue noire démocrate du Texas, dont c'était l'anniversaire le 29 mars, et qui, pour son anniversaire, avait appelé à ce que quelqu'un
descendent. Musk. Take him down en anglais, ça veut dire l'abattre. Ouais. Donc l'abattre, ça peut être métaphorique, on peut parler de sa compagnie dont on va faire baisser le cours de bourse, mais vous le prenez ça au sens, je dirais, littéral, ça voulait dire, elle souhaitait que quelqu'un c'est une nouvelle forme de guerre de sécession qui peut se profiler, non? Oui, alors il y a un petit peu de ça. Oui. Il y a un petit peu de ça, il y a une forme de violence politique qui, tant qu'elle est à gauche, elle a toujours tendance à être acceptée alors qu'elle est inacceptable. Ouais. Allez, on va poursuivre ensemble, évidemment, dans La Vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h, autour des questions que pose Donald Trump. Est-ce qu'il va trop loin dans cette lettre aux entreprises françaises qu'on a évoquée? Et même au-delà de ça, parce que il n'y a pas une journée, je le disais, sans qu'il n'y ait une déclaration de Donald Trump qui cristallise un petit peu. Là, il y en a eu sur Poutine ce week-end, il y en a une nouvelle depuis hier soir sur Zelensky, sur les minerais. Attention, il dit si vous ne respectez pas l'accord, et vous allez avoir de gros problèmes. Enfin, en permanence. Qu'en pensez-vous de cette attitude de Donald Trump? J'aimerais vous entendre avec nos deux invités, Gérald Olivier et Éric Revel, dans La Vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio, avant de retrouver Christine Bouillot tout à l'heure et puis Gilles Gansman sur la partie médias. On s'intéresse à Donald Trump et puis toutes les conséquences de ses décisions, ou en tout cas de ses annonces. Et je le disais, il y a une annonce par jour, voire 2-3 annonces. Restons un instant quand même sur cette lettre reçue par certaines entreprises françaises. Vous me disiez, Éric Revel, il y a Gérald Olivier qui est là également, que toutes les entreprises françaises qui travaillent avec les États-Unis c'est ça qui est forcément reçu cette lettre. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas encore relevé leur courrier ou relu leur mail, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a une certaine confusion. Mais c'est la méthode Trump. Oui, et c'est pas Trump qui a écrit. Non, il y a des questions sur l'origine de la lettre. Bien sûr, c'est quelqu'un de l'ambassade des États-Unis à Paris, qui est quelqu'un qui est dans la hiérarchie de l'organigramme de l'administration américaine. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Voilà. Mais c'est pas d'une clarté pour l'instant très transparente. Vous savez, c'est pour ça que je parle de la méthode Trump. C'est-à-dire c'est The Art of the Deal, l'art de la négociation. C'est un des livres qu'il avait écrit. Ouais. Donc en fait, il tape très fort au début et ensuite il voit comment ça retombe dans l'aquarium. Parce que vous disiez tout à l'heure, les entreprises qui sont des fournisseurs d'entreprises américaines devront se plier à la loi américaine et au décret américain. En fait, on n'a pas bien compris si c'était des entreprises qui travaillaient avec, par exemple, l'État américain ou toute entreprise française qui travaillait aux États-Unis. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça manque un peu de clarté, mais on voit bien, Trump, il fait quoi? Enfin, ou son administration, suivant les décrets qu'il prend, c'est je sature l'espace législatif, derrière, je sature l'espace médiatique, d'où d'ailleurs le silence assourdissant des démocrates, même de Bernie Sanders, qui est totalement inaudible, parce qu'en fait, il a tellement de sorties, de décrets signés depuis qu'il est là, qu'en fait, les médias ne se focalise que sur les virements, les revirements de Trump. Quand même parfois des décisions qui... Mais je le redis, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure. Mais je le redis. De douane, les droits douaniers, normalement, à partir de demain, par exemple, il va y avoir... À partir du 2. À partir du 2 sur les voitures. Cette semaine, sur les voitures. Oui, mais par exemple, General Motors et Ford, qui sont des marques américaines, produisent 30% de leurs véhicules à l'étranger. Donc, si vous voulez, il va taxer aussi Gérald Olivier. Non, mais il y a deux choses très importantes dans ce que dit Monsieur Revel. La première, c'est qu'en effet, Donald Trump n'a d'autorité que sur le gouvernement fédéral. Donc, en ce qui concerne l'élimination de ces programmes de discrimination positive, il peut l'imposer au sein de son administration, mais ensuite, toutes les entreprises privées américaines, elles, peuvent être incitées à faire la même chose, mais ça relève de leur décision à elles. C'est pas le gouvernement qui peut imposer à une entreprise privée la façon de gérer son personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il va y avoir des tarifs de 25% sur les automobiles importés aux États-Unis et sur les composants automobiles rentrant dans la fabrication des automobiles produites aux États-Unis. Et comme vous le disiez, il y a une partie du véhicule qui est fait à l'étranger. Donc ça, c'est très... Alors, c'est pas contesté, mais on voit aux États-Unis, par exemple, certains médias, dont le Wall Street Journal, le Wall Street Journal, c'est quand même la voix de Wall Street et du capitalisme, sont vent debout contre ces tarifs. Parce que pour eux, c'est inflationniste, anticoncurrentiel, et ils mettent en garde un petit peu contre leurs conséquences. Donc on verra un petit peu cela où cela mènera. Ceux qui sont contents aujourd'hui vis-à-vis de ces tarifs, de ces taxes de douane, ce sont les employeurs américains, parce qu'ils sont persuadés que ça va renforcer l'emploi. Ça va inciter un certain nombre de fabricants automobiles américains à ne plus
se fournir à l'étranger ou construire leurs pièces à l'étranger, mais à le faire aux États-Unis même. Donc ce serait une mesure qui serait une mesure de protection d'emploi, avec un coût inflationniste derrière malgré tout. Oui, et je le disais sur Sud Radio, on dit les choses que nous disait Guy, notre auditeur qui était là tout à l'heure, et en disant les choses, à chaque fois, chaque jour, on parle d'une annonce de Donald Trump. C'est une stratégie, ça aussi. Ah oui, une stratégie consciente. Gérald Olivier. Il s'agit de dominer le cycle de l'information. Et on domine le cycle de l'information en signant un décret tous les jours, en le faisant en direct depuis le bureau ovale, en présence de journalistes, et en répondant de façon impromptue à un certain nombre de questions. Et donc, à chaque fois, tous les jours, il y a une annonce Trump. Et il y a une annonce Trump parce qu'il y a un décret qui est signé, et il y a un petit mot de Trump, une petite phrase, parce que parmi toutes les questions des journalistes qu'on lui pose, il arrive toujours à faire le buzz avec une déclaration un petit peu plus outrancière que l'autre. Par exemple, là, il dit, il laisse entendre qu'il pourrait y avoir un 3e mandat présidentiel. Alors ça, j'y crois pas du tout. Non, vous n'y croyez pas du tout? Non, d'abord, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que quand on connaît l'attachement des Américains à leur constitution, en plus. Oui, en plus. Et puis alors, il faut se méfier parce que la question avait été posée en son temps à Barack Obama, qui avait fait la même réponse. Même il avait été plus exigeant. Si vous me garantissez une majorité au Congrès, je serais partant pour un 3e mandat, mais il avait dit ça un petit peu en souriant. Quand Trump le dit, personne ne sourit parce qu'on se dit, le dictateur arrive. Mais non, les institutions ne le permettent pas. Pour cela, il faudrait annuler un amendement. Les mandats présidentiels aux États-Unis sont limités à 2 depuis 1948, après que Franklin Delano Roosevelt en eut effecté 4 consécutifs. Et à partir de là, on a limité, c'est le 22e amendement. Pour supprimer cet amendement, il faut en rédiger et en voter un autre à la majorité des 2/3 du Congrès, ce que les républicains n'ont pas, et il faut que cette nouvelle loi soit ratifiée par le 3/4 des États. Donc d'ici 2028, il n'y a pas le temps que ça se passe, et de toute façon, il n'y a aucune majorité pour supprimer le 22e amendement aujourd'hui. Donc un 3e mandat Trump, c'est impensable. Vous qui connaissez bien les États-Unis, qui s'intéressez depuis vous êtes journaliste franco-américain, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est Donald Trump qui pilote ou c'est quelqu'un d'autre? Je pense à Vance, par exemple. Non, c'est Trump. Musk, mais c'est Trump. Et Trump et Vance, ce sera l'héritier. C'est celui qui attend et qui impose sa politique. Qui est derrière, Vance a sa propre vision, qui est, elle, beaucoup plus isolationniste encore que celle de Trump, qui n'a quand même pas le même, je dirais, j'aime pas faire des anglicismes, mais background. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Et il fait de la politique comme on fait des affaires. Et il mène le gouvernement comme on mène une entreprise. Ce qui déplaît d'ailleurs à beaucoup de gens qui aiment bien les fonctionnements administratifs un petit peu plus, je dirais, moins hiérarchisés, où ça part d'en haut et tout le monde suit. Mais celui qui est à la barre, c'est Trump. Et la politique qui est menée actuellement, c'est la politique de Trump. Et Trump a amené autour de lui un certain nombre de gens qui sont d'accord avec cette politique parce qu'elle est fondamentalement bénéfique à l'économie et à la croissance américaine. Mais c'est Trump qui est à la barre, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute, oui, bien sûr. Pour moi, oui. Bon. Merci en tout cas, merci beaucoup, Gérald Olivier, journaliste franco-américain, Éric Revel bien sûr, et vous au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir à l'actualité, notamment la décision qui est attendue pour Marine Le Pen. Là, elle devrait être devant le juge. Là, aujourd'hui, au tribunal, à partir de 10h, selon son avocat, elle sera présente et on connaîtra la décision en fin de matinée, probablement vers midi. Dans un instant, donc, c'est Christine Bouillot et Gilles Gansman sur Sud Radio. Ensuite, André Berkoff, justement, à partir de midi.